la Technopole. Merci à ceux qui nous rejoignent donc, pour ouvrir une série de tables rondes dédiées aux 20 ans de la Technopole et au chemin parcouru. Je vous demanderai, en tout cas pour le bon déroulement de cette journée et à ceux qui nous rejoignent, de bien garder vos masques dans l'Assemblée. Et je vous remercie de votre compréhension. Nous entrons dans le vif du sujet, l'innovation, moteur des filières, état des lieux et perspectives. Je vous propose quelques mots d'introduction, le temps pour nos intervenants de prendre place ici sur scène. Car cartographier l'innovation à La Réunion n'est pas si simple. Le poids de la recherche, du développement et de l'innovation dans les entreprises ultramarines est difficile à mesurer. Les territoires ultramarins ont des caractéristiques structurelles qui freinent la capacité des entreprises à valoriser et à promouvoir leurs innovations. On pense notamment au tissu industriel, à la taille du marché, à la prédominance des TPE-PME, mais aussi à l'importance des coûts et aux ressources humaines spécialisées dont nous pouvons parfois manquer. Les politiques de développement économique mises en place depuis 2 décennies dans les Outre-mer présentent la recherche, le développement et l'innovation comme des éléments clés pour accroître la compétitivité des territoires. Mais regardez, seulement 7% des dépenses affectées à la RDI sont réalisées par le secteur privé dans les Outre-mer contre 60% en France hexagonale. Le contraste est saisissant. Cela veut dire que malgré des dispositifs qui soutiennent l'innovation et en dépit d'une hausse marquée au cours de ces 20 dernières années, les dépenses intérieures de recherche, développement et innovation rapportées au PIB restent relativement faibles dans les Outre-mer, 0,5% comparé à certaines régions de l'Hexagone, 2,2%. Pourquoi un tel écart? Avec nous, pour échanger, Alain Séraphine, président de l'ILOA, l'Institut de l'image de l'océan Indien et artiste impliqué en art et société. Fabrice Anny, président du Cluster Green et président du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion. Et Grégory Akiem, chargé de mission chez Aérotech Océan Indien. Monsieur Thierry Redley, secrétaire général de l'ADIR, s'excuse, il a eu un impératif et ne peut pas nous rejoindre ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour démarrer d'abord, peut-être un état de lieu. Est-ce que vous pouvez situer l'innovation dans vos domaines d'activité et nous dire quelle forme elle prend dans vos secteurs? L'un de vous veut-il démarrer? Écoutez, je veux bien démarrer. Alors, si je prends le cas du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion, nous portons ce que nous appelons les filières REP, responsabilité élargie du producteur. Et donc nous animons d'une certaine manière une économie circulaire. Voilà, le recyclage d'un certain nombre de produits comme les pneus par exemple. Voilà. Donc au sein de mon organisation, nous pensons économie circulaire régulièrement et ça nous amène bien sûr à innover. Très bien, merci. Bonjour, ma présence en elle-même est une forme d'innovation dans la mesure où Aérotech OI est une toute jeune association qui a 2 ans et qui a pour vocation de structurer et développer la filière aéronautique de la France dans l'océan Indien. Ce qui en soi peut paraître surprenant, mais effectivement la volonté de répondre à certaines de ces interrogations que vous avez évoquées. Comment on peut effectivement être Réunion, Mayotte, les porte-avions des compétences françaises aéronautiques dans l'océan Indien, avec justement une volonté de voir grand, de voir large, parce que comme on l'a évoqué, c'est bel et bien l'internationalisation qui permettra de donner corps aux innovations qui peuvent naître sur ce secteur-là à La Réunion. Merci Monsieur Séraphine. Innovation dans votre secteur? Écoutez, moi aussi ma présence est un peu atypique. Je ne suis qu'un bricoleur inventif et je remercie le directeur de la Technopole de m'avoir invité et de considérer que j'ai ma place ici. En ce qui concerne, alors je vais parler de l'ILOA, mais l'ILOA n'est qu'une étape. On va dire que l'artiste impliqué que je suis en art et société, après ses études, l'ancien rescapé du système éducatif, et, retournant dans son île, voyant quand même l'île isolée, pas d'école de création, pas de... et on va dire des perspectives
qui s'offre à La Réunion, le développement numérique comme une opportunité inespérée. Donc c'est ce qui a fait ce pari fou il y a presque 30 ans et qui fait que La Réunion a pu prendre sa place sur la carte du monde dans le domaine de l'animation, du cinéma d'animation, mais aussi de la création numérique, et des filières professionnelles ont pu voir le jour. Mais tout cela a pu se faire en arrachant une vraie volonté politique et en faisant en sorte que des écoles voient le jour. Il n'y a pas de développement ou de création, ou on va dire d'innovation, parce que l'innovation n'est pas que technologique. C'est un dialogue entre recherche et création. Je m'adresse un petit peu aux universitaires. C'est vrai que ce dialogue-là, par moment, il prend beaucoup de temps pour arriver, parce que le monde de la recherche savante ne s'intéresse peut-être pas à temps assez au monde de la création. Et donc ce dialogue est nécessaire, et c'est quelque part un appel. Voilà. Alors, on aura l'occasion également d'entendre les différentes directions de recherche. Vous parlez de dialogue, de synergie, de coordination entre les différents acteurs. Votre regard à chacun, est-ce que ce réseau de partenaires, d'acteurs, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien dans notre département? Est-ce que les constats sont à la hauteur des ambitions pour notre territoire? Alors, il y a effectivement une volonté de développer cet effet réseau. Tous les systèmes sont perfectibles, et l'innovation, c'est bel et bien de façon itérative, incrémentale, de faire progresser justement cette façon que nous pouvons avoir de travailler ensemble. Il y a eu dès le départ dans l'ADN même d'Aérotech OI la volonté d'être transversale et transfilière. Ce qui notamment aujourd'hui nous amène à travailler avec le cluster maritime, nous permet de travailler avec la filière digitale, parce qu'effectivement de considérer, en tout cas s'agissant de la filière aéronautique et de la branche du transport aérien, que sur de nombreux sujets, nous sommes le maillon d'une chaîne de valeur qui est beaucoup plus large. Et effectivement, dans le cadre de l'innovation, notamment par cette nécessité d'avoir une grande curiosité sur ce qui se passe par ailleurs, et sur demain cette capacité à agréger justement les innovations qui sont présentes dans chacune de ces filières, pour avoir une innovation globale qui soit exportable en termes d'expertise, en termes de produits ou en termes de services. Effectivement, l'innovation, c'est quelque chose de très large. Je disais, tous les systèmes sont perfectibles. Nous, avec la Technopole, qui est adhérente au sein d'Aérotech, eh bien, oui, très très forte ambition de travailler ensemble, de pouvoir porter ensemble un certain nombre de projets, de porteurs de projets, de ne pas nous substituer à ce qui se fait déjà bien ou très bien par d'autres acteurs, et justement comment nous pouvons ensemble avoir cette synergie qui soit productrice de valeur. Monsieur Edny, justement, le cluster est justement représentatif de cette nécessité de se regrouper et d'être plus fort ensemble? Oui, donc le cluster Green, donc Green, ça veut dire groupement régional des entreprises engagées pour l'environnement. Il faut savoir que nous portons un label efficience, c'est un label pays basé sur l'ISO 26000 pour ceux qui connaissent. Et il faut savoir que depuis que nous avons mis en place ce label, beaucoup d'autres acteurs, organisations institutionnelles souhaitent nous rejoindre ou partager avec nous ce label. Donc ce label, on ne le garde pas, on le propose, on l'explique. Et donc ce label efficience, c'est une innovation. Et pour rebondir par rapport à mon collègue, l'innovation, ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'humain. Voilà. Et donc le label efficience, il y a beaucoup d'humains, parce qu'il y a dedans tout ce qui est en relation avec le QVT, etc. Donc l'innovation, ça va très loin. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle mesure l'innovation constitue un facteur différenciant en termes de réussite économique entre les filières de La Réunion?
je peux dire quelques mots sur la question précédente. Vous pouvez ajouter quelques mots sur la question précédente, M. Serafini. Bon, en tous les cas, j'aimerais juste dire qu'il est quand même, au vu de mon expérience, plus facile d'avoir un dialogue à l'extérieur de la Réunion avec des partenaires extérieurs qu'à la Réunion. C'est terrible, c'est triste, mais après tant d'années, je me rends compte que je vais prendre un exemple. Monsieur le secrétaire général des affaires économiques a parlé de bientôt les appels d'offres concernant les PIA, programme France à l'innovation. Il a fallu un partenaire de longue date qui nous interpelle et qui pense que nous pouvons rentrer dans un cluster pour qu'on y participe. Aujourd'hui, nous disposons d'un prototype qui est unique au monde et qui est un scan 3D temps réel et qui fait que nous avons pu travailler à côté d'universités et de partenaires industriels sur la France métropolitaine, mais le prototype est notre propriété. Je peux donner d'autres exemples, mais c'est cet esprit où il est plus difficile entre nous de se voir et se reconnaître que être sur la scène internationale. Alors, avec recul, je peux dire ce qui était un pari fou à l'époque, parce qu'on a crié au fou, on a crié au scandale quand on a dit que la Réunion pouvait être une terre de création, etc. Je peux dire une chose, c'est que le constat, c'est qu'on peut être petit territoire, humble, modeste, mais cette révolution permanente qui est le numérique et l'arrivée de l'intelligence artificielle donne à nos territoires une chance vraiment inespérée et de pouvoir exister, mais surtout que nos territoires ont une population jeune et de jeunes. Si on fait le pari de la formation de ces jeunes talents, je crois que nous avons beaucoup d'avenir. Voilà. Merci. Merci, M. Serafini, pour ces précisions. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez mentionné, est-ce qu'il existe des secteurs comme le numérique, effectivement, et celui des nouvelles technologies, où l'innovation est plus urgente, plus prioritaire, justement parce qu'ils vont plus vite? Monsieur Akienne. Alors je ne formulerai pas forcément comme ça, il est clair, en tout cas dans la filière aéronautique, la problématique et les enjeux de la digitalisation et de la transformation des métiers que l'on retrouve dans tous les autres secteurs d'activité, c'est quelque chose d'effectivement prégnant dont les entreprises doivent se préoccuper. Et c'est vrai que quand on regarde au-delà de ces évolutions liées aux produits, l'innovation, il y a au moins deux variables. C'est effectivement le développement de nouvelles compétences et de nouvelles technologies, et c'est l'évolution de business model. Et effectivement, toute entreprise a la nécessité d'être au moins dans l'innovation de routine, qui est celle de je garde la même techno et j'ai le même mode business model. Parce que de toute façon, il faut que je fasse évoluer mes produits et mes services. Et puis, il y a l'innovation de rupture, où on reste finalement sur des technologies équivalentes, mais où on fait évoluer son business model. Ça a été dans l'aérien à l'époque, Southwest Airlines, avec le lancement des low cost. On a l'innovation radicale, qui est celle on fait évoluer le produit, on change carrément de nouvelles technologies, et souvent grâce aussi au digital, mais on garde le même type de business model. Et puis, il y a le top du top, j'ai envie de le dire comme ça, l'innovation architecturale qui, elle, a fait tout évoluer, à la fois le volet technologique et à la fois le volet business model. C'est vrai que Aerotech OI est presque dans une démarche
d'innovation architecturale parce que nous voulons fonctionner un petit peu différemment, de vouloir effectivement proposer également de nouveaux services et de nouveaux produits à destination de la filière et de l'ensemble des chaînes de valeur. Et ça passe, oui, effectivement, par la prise en compte de ces évolutions du numérique que vous évoquez. C'est un élément qui est effectivement important, mais qui ne fait pas tout. Fabrice évoquait le volet humain. Ces innovations, elles passent aussi par la prise en compte de la société, de son évolution. Et j'ai envie de rebondir effectivement sur ce que disait M. Sérafine. Il est primordial que pour développer l'innovation à La Réunion, il y a sans aucun doute un enjeu qui passe par l'éducation dès le plus jeune âge et d'avoir, par rapport à nos jeunes, une situation de l'île. La lecture, l'écriture, le calcul et l'apprentissage des usages justement du numérique, c'est ce qui demain permettra d'avoir la créativité que nous attendons dans l'innovation. L'innovation s'apprend très jeune, on reviendra peut-être sur cette idée. Peut-être également vous entendre, Monsieur Agny, sur l'innovation qui a ses secteurs de prédilection, le numérique notamment, où ça va très vite. En ce qui concerne le développement durable, est-ce que vous diriez que c'est la toile de fond commune à toute innovation ? Oui, donc le numérique permet de simplifier, de structurer l'innovation. Je vais un petit peu aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous sommes passés sur de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire par là que maintenant nous sommes dans l'usage et plus dans l'acquisition de biens. Et donc, on va dire que le consommateur aujourd'hui est dans l'attente d'un service et derrière, il faut innover. Justement, la partie digitale permet de mettre en place tous ces processus pour pouvoir répondre à la demande aujourd'hui où on souhaite consommer différemment. Voilà. Merci pour ces précisions. Je reviens sur ce que vous disiez, l'importance de la formation au plus jeune âge. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà identifié des actions que l'on pourrait mettre en place pour justement initier au plus jeune âge? Innover, c'est d'abord un état d'esprit? Oui, c'est définitivement un état d'esprit qui nécessite justement une curiosité. La curiosité sur pas simplement justement son cœur de métier. La richesse, elle vient justement aussi de la diversité, de l'intérêt qu'on va porter à tout ce qui se passe par ailleurs. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que sur les différents axes de développement d'Aérotech OI, dans la mission qu'elle s'est donnée, cette association vise à développer les compétences et à travailler à l'attractivité des métiers, ce qui passe justement aussi par cette diffusion de la connaissance. L'importance de la culture scientifique, technique et industrielle, c'est un élément primordial, c'est aller au plus près des jeunes, leur faire comprendre également que, en tout cas s'agissant d'un secteur tel que celui de l'aéronautique, ce n'est pas un secteur qui est élitiste, qui offre un tel panel de métiers, qu'il y a effectivement des opportunités. Et ça commence au plus jeune âge, mais ça va évidemment dans le cadre de la recherche et de l'innovation, cette nécessité de pouvoir évangéliser et faire comprendre à tous nos acteurs les opportunités qui existent sur le champ de l'aérien, sur le champ de l'aéronautique. J'ai envie de dire, notamment parce que nous avons appris désormais à travailler un peu différemment, notamment à distance, et que sur de nombreuses briques technologiques, nous avons les outils, nous avons un certain nombre de compétences, nous pouvons effectivement être des fournisseurs de grands donneurs d'ordre au niveau mondial. Il y a des entreprises à La Réunion qui sont déjà capables de le faire, il faut faire évoluer tout ça. Et ça passera par quoi? Ça passera justement sur la capacité à avoir des talents, et ça passe par effectivement ce travail dès le plus jeune âge. Il y a la curiosité, et il y a aussi peut-être cette culture, on est nombreux à le dire, cette culture française, et qui, sans aucun doute, est très ancrée dans la culture réunionnaise, c'est la peur de l'échec. Il y a, et quand on regarde les anglo-saxons, c'est effectivement, ils n'ont aucune crainte d'échouer.
Et ça aussi, c'est important, parce qu'il faut savoir prendre des risques, et il ne faut pas avoir peur d'être jugé, et c'est effectivement en expérimentant, et forcément en se trompant, qu'à un moment donné, on fait émerger des choses qui seront à même de porter plus loin. D'autant que ce sont des processus qui sont longs. L'innovation, c'est pas quelque chose d'instantané. Il y a une acculturation qui est nécessaire, ne serait-ce que dans les produits ou services que l'on fournit. On voit apparaître dans les médias, à un moment donné, des réussites, des success stories, mais elles ont pris du temps avant d'en arriver à là. Et elles sont passées aussi par des phases d'échec. Donc il y a ces aspects-là, et ancrer aussi justement dans l'esprit de nos jeunes cette remise en cause permanente. C'est systématiquement de se dire très bien, je suis à une phase, mais il faut que je continue, il faut que j'avance. Et les entreprises l'ont fait. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît, c'est peut-être un peu cliché, mais prenons Netflix, qui à un moment donné et dans une activité de location de DVD qui fonctionne bien, mais qui se dit il faut que je change, il faut que j'aille plus loin. Au niveau du conseil d'administration de cette société, on a regardé le dirigeant avec de gros yeux. On voit où est Netflix désormais, et les concurrents qui n'avaient pas vu venir ces nouveaux usages, ils ont disparu. Donc c'est cet état d'esprit-là qu'il faut inculquer à nos jeunes. Mais est-ce qu'on sait assez du coup que La Réunion a tout ce potentiel d'innovation, Monsieur Sérafine? Écoutez, j'aimerais ramener peut-être à quelque chose de simple. Vous nous avez posé une question en disant est-ce que l'innovation dans nos secteurs peut contribuer au développement durable, etc. Je pense que avant tout ça et puis d'arriver à cette question-là, je pense que nous devons emmener les enfants à prendre conscience qu'on est dans une période particulière de notre humanité et que chaque individu doit faire preuve d'innovation par rapport à cet enjeu majeur. Nous sommes, ce que je dis aux étudiants de Lillois, nous sommes constitués d'une technologie extraordinaire si on compare aux dinosaures. Mais les scientifiques disent que si les dinosaures ont vécu une journée, l'humanité aujourd'hui c'est 1 minute et quelques secondes. Et pourtant, nous sommes dotés d'une technologie où nous sommes à la fois matériels et nous sommes immatériels. C'est-à-dire que nous avons la pensée, et la pensée c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'elle fait fi de l'espace, le temps, ça, exactement comme le numérique. Et quelque part, on peut aller même presque aussi vite que la lumière. En prendre conscience. Mais on est sur une île, c'est-à-dire que si le monde est une île, cette île-là est, on va dire, la réduction de ce monde. Quelque part, on a tous les problèmes du monde ici. On est une terre qui est constituée que de migrants, par exemple. On est une terre qui est un bourgeon magmatique du monde, et quelque part on peut étudier même la naissance de la vie, tout comme on est en train d'observer la fin de la vie. Je crois que la Réunion doit avoir un rêve. C'est une ambition d'une île. Alors d'autres avant moi, je pense à Paul Vergès qui disait déjà d'une île au monde. Il faut savoir nourrir de l'ambition partagée. Et l'éducation a une place extrêmement importante à ça. Après, c'est sûr ce qu'on en fait. Une action concrète que l'on pourrait faire pour inciter les jeunes et expliciter davantage au niveau des jeunes et au sein de l'éducation, quelque chose qu'on pourrait faire. Est-ce que ça pourrait passer demain par une matière spécialisée, des ateliers spécialisés dans les écoles? Je ne rentrerai pas dans ce type de détails. Je dis ça passe par une volonté politique qui donne à la Réunion
une stratégie pour les 20 ans à venir, en matière d'aménagement, en matière de paysage naturel, en matière de paysage humain. Moi, personnellement, je dis la Réunion est patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça sanctuarise. On a vu les débats entre l'homme et la nature, tout d'un coup, comme si on a sorti l'homme. L'UNESCO a un autre label, c'est la réserve biosphère. Là aussi, ça sanctuarise, mais nous, on n'est pas à l'échelle. Par contre, il y a un troisième label qui s'appelle UNESCO Géoparc, et qui est le petit dernier. Aujourd'hui, la Chine est en train de sauver des minorités en ayant investi là-dedans. Et le concepteur de ça est un Français. Il est en train d'aider le Vietnam. Il est venu ici. Il connaît le projet de la Réunion. Et je pense qu'un projet où on conjugue le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, et que vous avez une colonne vertébrale qui guide par rapport au questionnement de notre monde aujourd'hui, et que notre île soit une terre d'expérience. Alors, je dis, c'est pas, je disais à Maya Césari il y a quelques heures, on va dire, que c'est pas simplement une question de production de savoir, c'est une question de partage du savoir. Moi, si j'ai créé des écoles, c'est un, parce que je suis un rescapé, et deux, parce que j'ai croisé la pensée d'un révolutionnaire, d'un homme de toutes les libertés, c'est celle de l'abbé Grégoire, qui, vous vous rendez compte, au moment de la Révolution française, prenait déjà l'accès et le partage du savoir en tout temps, en tout lieu, à tout moment de la vie. C'est maintenant que nous devons réussir. Nous avons ce devoir-là. Et pour réussir ce devoir-là, il faut qu'on ait la volonté de le faire. Mais pas simplement de manière, c'est-à-dire anecdotique, c'est de manière stratégique. Inscrire ça dans une vision. Alors justement, cette vision stratégique vous paraît-elle définie et assez claire aujourd'hui, messieurs? Monsieur Henny. On a aujourd'hui... pardon, excusez-moi. Non, je t'en prie. On a aujourd'hui une volonté politique forte, malgré tout, de poser cette stratégie. Dans les partenariats État-collectivité, on a aujourd'hui un plan de convergence, on a un contrat de convergence avec cette volonté de faire de la Réunion un territoire pionnier. C'est bien cette ambition-là qu'après il faut être capable de mettre en œuvre, de mettre tout ça en musique. Oui, il y a un mois, nous avions effectivement une séquence pour la filière aéronautique où nous positionnions la Réunion comme terre d'innovation et terre d'expérimentation dans le cadre de la filière aéronautique. Et nous avons eu le plaisir d'avoir justement des discours très engageants et très porteurs de la part des représentations de l'État, de la première vice-présidente au sein d'Aérotech OI, donc en l'occurrence Maya Césari, de bel et bien penser à nos faiblesses qui doivent être justement des atouts, parce que nous ne sommes pas seuls à avoir ces faiblesses. Et si justement nous travaillons à les transformer, eh bien cette expertise-là, nous serons aussi à même de l'exporter. Monsieur Henny. En termes de stratégie, donc moi je vais axer mes propos autour de l'environnement, par exemple. Les institutionnels nous aident à mettre en place des stratégies. Je prends l'exemple du plan régional de la gestion des déchets. Donc ça c'est une stratégie avec un plan sur plusieurs années qui est porté par la région. Ce plan est structurant parce que derrière tous les écosystèmes vont se caler par rapport à ce plan. Donc c'est-à-dire que tout ça pour dire que les entreprises fonctionnent également avec les institutionnels. Donc, et si je continue mes propos, on s'aperçoit aussi que la réglementation pousse à l'innovation et oblige à mettre en place des stratégies. Je prends l'exemple de toutes les écotaxes qu'on paye
pour le recyclage, par exemple les pneus, les batteries, etc., ça oblige à La Réunion de mettre en place des filières, de trouver des idées pour recycler, donc ça pousse à l'innovation. Donc pour moi, la stratégie, elle est souvent impulsée par l'institutionnel. Justement, demain, comment est-ce qu'on peut faire émerger des spin-offs issus justement des clusters existants ou en construction? Alors, concernant le cluster que je préside, il faut mettre en place un certain nombre d'ingrédients pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que il faut souvent c'est autour de problématiques. Donc voilà, bon, la problématique de l'environnement pousse les grandes entreprises, les petites entreprises et les institutionnels à se mettre autour de la table et à chercher des solutions. Donc un cluster, ça permet d'impulser, de fédérer, parce que sans cluster, on a du mal à démarrer souvent certaines ambitions. Voilà, donc un cluster, c'est très important. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de clusters qui se créent. Et un cluster permet de flécher un certain nombre de projets également. Pour rebondir sur ce que disait Fabrice, ce à quoi j'adhère complètement, il y a dans ce rôle de cluster, il y a deux choses. Il y a d'avoir cette veille qui permet de présenter aux acteurs de la filière un certain nombre d'opportunités sur lesquelles se positionner demain, pour justement aller au-delà du premier horizon de ce qu'on fait aujourd'hui, mais voilà, de ce que nous devrons faire demain. D'être aussi justement sur un travail de dimensionnement pour travailler sur le plus petit dénominateur commun, ou du moins le dénominateur commun de ces différents acteurs, pour justement pouvoir faire émerger des sociétés de projet. C'est ce que nous évertuons à travailler aujourd'hui sur le champ de la compétence et de la formation, dans le cadre de la création d'un aérocampus ou de la création d'un centre d'excellence et d'essais de drones. C'est sur la base de différentes hypothèses, dimensionner, définir des possibilités de modèles de gouvernance et de modèles économiques, et justement donner de l'opportunité à la création de sociétés de projets qui passeront dans leur phase de démarrage forcément par des partenariats publics-privés. Où avec le soutien de la puissance publique, on sera en mesure d'avoir des acteurs privés qui vont se les approprier et développer ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Et on aura l'occasion tout à l'heure de faire un focus sur les politiques publiques. Comment est-ce qu'on incite également les entreprises à investir davantage dans la R&D, M. Sarafine? J'étais encore sur votre question précédente. Allez-y. C'est moi qui vais aller trop vite. Je vous écoute. Vous allez très vite, vous avez raison. Bon, j'aimerais dire que peut-être, là encore, il y a le souci de faire dialoguer. Alors, là, je m'adresse aussi au monde scientifique en disant conjuguer science et art, c'est important. J'ai eu le plaisir d'être remarqué, invité à intervenir dans une manifestation Sciences et Arts, la European Humanity Conference, et j'ai pu faire une intervention. En ce moment, ils me sollicitent pour être partenaire, pour pouvoir organiser une manifestation internationale. Donc on est en dialogue avec les Italiens, avec le machin, etc. Bon, est-ce que la Réunion, toujours dans cette logique de stratégie. Moi, par exemple, j'avais fait naître une biennale à Actuelle Réunion pour mettre nos pas dans les pas d'un Réunionnais qui a changé l'histoire et de la création et du marché de l'art, Ambroise Vollard. La Réunion est peut-être une île, mais est peut-être un œil. Et si la Réunion pouvait devenir cette terre d'incubation, pas simplement de ces bourgeons locaux, mais un lieu de convergence. En tous les cas, sur la question artistique, je pense avoir fait l'expérimentation que c'était possible. Mais sur l'aspect science et art, tout est à faire. Alors, j'interroge, dans la mesure où
on est prêt à se mettre autour d'une table, en discuter. Après, c'est la volonté politique qui fera le reste. Mais je dis, on a tout pour pouvoir le faire. Dans la logique du dialogue, je n'oppose pas les technologies nouvelles aux technologies anciennes. Vous savez, quand j'avais encore des responsabilités à l'école des Beaux-Arts, qui est la première école que j'ai contribué à faire naître, les ordinateurs rentraient à l'école, j'ai fait l'acquisition d'une presse à graver. Et j'ai dit aux étudiants, c'est pas l'innovation ou la créativité, votre créativité ne dépendra pas de la nouveauté. C'est l'idée nouvelle qui va faire l'innovation. Et vous pouvez avoir une idée nouvelle avec des outils anciens. Et moi, dans mes propres recherches, je conjugue, on va dire, low-tech et high-tech. Parce qu'en fin de compte, on a des savoirs d'hier. En ce moment, je dialogue avec le XIIIe siècle. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais et je découvre que il y avait des pensées fort actuelles au XIIIe siècle. Nos besoins d'aujourd'hui, je pense là à la cueillette du bois ou des choses comme ça. Bon, bref. On crée le futur avec le présent, si je peux traduire aussi différemment ce que vous avez mentionné, Monsieur Sérafine. Je vais quand même vous poser la question en toile de fond. Il y a aussi cet enjeu auprès des entreprises. Comment est-ce que demain, on peut les inciter davantage à investir dans l'innovation et dans la R&D? Écoutez, je pense que sur le secteur que je connais le mieux, qui est le secteur de la création numérique, on a vu que grâce à la volonté politique, la Réunion est devenue une terre attractive. Il y a eu la volonté de mettre en place des dispositifs d'aide, etc. Et aujourd'hui, il y a de vraies filières qui ont pris place à l'échelle internationale. Bon, on ne va pas citer ici, mais il y a eu des prix, des distinctions, que ce soit César jusqu'à des nominations aux Oscars, etc. Ça montre que c'est possible. Maintenant, au niveau de l'incubation, quand je suis arrivé, j'ai dit je ne suis qu'un bricoleur inventif. Et c'est vrai, nous n'avons pas autour de Lillois survit, on va dire, même si il a contribué à faire naître des filières, c'est-à-dire 93 une réflexion, un forum, 94 naissance de la formation, 95 Pipangaï voit le jour, 96 on passe au tout numérique. On a été grâce à encore une fois, je salue la volonté politique, mais 25 ans et bientôt 30 ans après, il est important de reposer et rebattre des cartes, d'autant que aujourd'hui, les jeunes même que nous avons formés sont en train de prendre place dans l'IA, à Tokyo ou ailleurs. Et est-ce que nous, on s'est préparé à avoir une stratégie nouvelle pour que la Réunion soit une terre féconde avec l'arrivée de ces technologies nouvelles qui complètent, qui accomplissent, mais qui ne vient pas en opposition. Et en même temps, à un moment où il faut se poser la question philosophique, parce que ce n'est pas simplement une question technologique, parce que derrière tout ça, il y a l'humain. Et l'humain, il faut qu'il reste maître, c'est-à-dire il n'est pas asservi. Quand je lance la stratégie de formation, c'est dans les années 75, la Réunion est en train de jeter le bain et le bébé avec, c'est-à-dire qu'on est en train de jeter tous nos savoir-faire. Je crée l'atelier pour toi un peu comme un genre de Fab Lab. Avant la lettre, mais c'est bricolé. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des traces de ça, le travail sur le mobilier parce que j'ai eu la confiance d'un homme politique, un visionnaire, c'était Paul Vergès, qui a cru dans ce que j'avançais, moi le bricoleur. Et aujourd'hui, autour de Lillois, on a un incubateur qui
n'a pas de nom d'incubateur, mais c'est 20 petites entreprises auto-entrepreneurs. C'est une autre structure qui a 50 adhérents auto-entrepreneurs. Mais ça, j'espère que notre dialogue commencé depuis peu avec la Technopole fera que chacun son métier. Nous, on s'est formé, on s'est créé, on s'est poussé à la création. On n'est pas cultivé à ça. Mais par contre, on crée les conditions pour que les jeunes talents puissent s'épanouir. Et si la Réunion pouvait devenir un incubateur en sciences et arts, je pense que... C'est une très belle image. Moi, je pourrais saluer, tirer ma révérence, mon engagement artistique, politique, philosophique. On va trouver son... Merci. Brièvement, la R&D, comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises? Je pense que l'un des éléments, au-delà de ce qui existe déjà, mais qui doit être renforcé, c'est le lien entre les entreprises et quand on parle de deep tech, justement sur la recherche académique, la recherche universitaire et finalement cette capacité à faire ce transfert technologique et d'avoir un dialogue qui soit... l'importance de cette notion de dialogue qui soit renforcée. Il y a beaucoup de choses qui se font, souvent c'est un problème de visibilité, ou en tout cas, moi il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui à La Réunion, nous n'avons pas de société d'accélération de transfert technologique. Et qu'effectivement, il y a des partenariats entre l'Université de La Réunion et la SAT de Montpellier. Nous avons des antennes d'instituts de recherche à La Réunion, et lorsque certaines créations, inventions, innovations naissent à La Réunion, c'est finalement de métropole que se fait ce transfert technologique, et peut-être après une perte de main sur ce qui est né à La Réunion et qui très vite part. Il faut conserver ce lien et cet ancrage. Et donc oui, c'est ce lien entre les entreprises et la recherche qui sont à renforcer, sans aucun doute. Parce qu'après, sur les outils financiers, on a déjà un avantage qui est assez fantastique par rapport à ce qui se passe en métropole. Ce crédit impôt recherche valorisé à 50%, c'est une aubaine, et c'est même l'un des arguments qui peut permettre d'être attractif vis-à-vis d'acteurs d'ailleurs, et qui auront des retombées sur l'emploi et l'économie de La Réunion. Merci, Monsieur Annie. Oui, alors, tout à l'heure j'ai parlé d'humain, mais je vais quand même parler d'infrastructure. Nous avons la chance à La Réunion d'être bien fibrés, donc c'est quand même très important, parce que ça va nous donner une chance de pouvoir exporter grâce au numérique, c'est-à-dire par là que on va dire que c'est l'intelligence qu'on va pouvoir exporter, et pour ça il faut quand même des outils. Ensuite, je pense que aujourd'hui il y a des investisseurs pour aider, on va dire, les projets on va dire, qui sont en phase 2, qui ont déjà prouvé, on va dire, des capacités à réussir. Le problème, il manque plutôt des fonds capables de prendre des risques juste sur une idée. Et c'est ce qui peut manquer à la Réunion. C'est-à-dire qu'on peut retrouver à l'étranger ou en métropole des fonds capables de mettre de l'argent juste sur un pitch. Voilà. Et le problème, c'est que il y a un filtre qui est trop important avant d'accéder quand même aux fonds. Même si les fonds existent, il nous faudrait un fonds qui permette juste sur un pitch pouvoir dire je vais mettre 20 000 ou 30 000 euros sur ce créateur d'entreprise. Voilà. C'est ce qui peut éventuellement nous manquer.
Merci, on va arriver... Si je peux me permettre, pardon, il faut même être beaucoup plus ambitieux. 20 000, 30 000 euros, ça ne permet pas d'aller très loin. Ouais. C'est d'être justement sur des capacités à lever des fonds qui soient beaucoup plus importants, parce que, comme on l'a évoqué, une start-up, elle doit être capable de passer à l'échelle et de viser à l'international. Et pour ça, ça nécessite après des fonds importants en termes de développement, en termes de compétences, de ressources. Donc, c'est pas en dizaines de milliers d'euros, pas non plus en centaines de milliers d'euros. Ça va déjà très vite au-delà. Mais après, il faut aussi avoir conscience dans son positionnement, suivant que l'on soit sur une stratégie d'offre ou de demande, à un moment donné, il faut aussi faire la démonstration qu'on est capable de rencontrer un marché. Si ce marché n'existe pas, les capital risqueurs, à un moment donné, ils vont être à un moment donné bloqués. C'est donc aussi cette capacité à se projeter sur les marchés, enfin, à appréhender ce que sera le marché de son service ou de son produit au-delà de notre petit périmètre. Monsieur Serafi, vous vouliez je partage pleinement tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterai un élément qui a été abordé par le secrétaire général des Affaires économiques, c'est un positionnement international. Je pense que le positionnement, même malgré son isolement, même si elle n'a pas les mêmes atouts que l'île Maurice, la Réunion doit et peut, de part du fait que c'est la France, que c'est l'Europe dans l'océan Indien, de manière sécurisée, la Réunion peut jouer une carte. Et nous avons l'Institut de l'image de l'océan Indien, c'est-à-dire dans son nom même, était inscrit le gène de l'international. Mais, de par son mode de financement européen, n'a jamais, ou du moins, a fait des coups. Des coups à Shanghai, des coups à Madagascar, à Maurice. Alors, actuellement, nous travaillons à un projet qui s'appelle l'Iliade, l'Institut de l'image Afrique-Asie en digital design, mais avec nos partenaires, avec qui nous avons déjà fait des choses. À Shanghai, une télévision école existe, grâce à nos étudiants qui ont été faits à ça. À Madagascar, une télévision qui n'a pas été jusqu'à être une télévision école, mais que nous ne désespérons pas, et au contraire, avec de vrais outils, ça. Et nos amis mauriciens, ils sont pas loin. Et je pense que dans cet environnement où il faudra apprendre à partager un savoir, parce que les choses sont en train d'aller extrêmement vite. On voit le problème de l'environnement à Madagascar, on voit le problème qui est posé à nos îles en matière de développement, et je crois que si on veut jouer une carte repérable, identifiable à l'échelle internationale, on a intérêt à pouvoir jouer cette carte et faire en sorte que la Réunion puisse être un animateur leader. Merci, Monsieur Sérafine. On va arriver au terme de cette première table ronde. Je vais vous demander à chacun un mot, juste pour conclure. La Technopole a 20 ans, et je vais vous demander peut-être en 3 mots ou une image, me décrire la Réunion innovante dans 20 ans. Comment est-ce que vous la voyez? 3 mots ou une image, Monsieur Sérafine. On commence par vous. Écoutez, si la Réunion pouvait se révéler être cet œil, vu que si on regarde l'histoire de ses fils, de Roland Garros en passant par Ambroise Vollard, qui n'a pas encore tout révélé, je crois que nos générations et ceux qui vont suivre ont ce devoir. Donc moi, je plaide pour que la Réunion soit ce lieu d'expérience, ce lieu d'incubation de la pensée créatrice en sciences et arts. Merci, Monsieur Sérafine. Monsieur Aguiem. Je vais prendre une image qui n'est pas de moi et qui m'a été donnée par une personne qui est dans la salle, en l'occurrence Guy Pignolet. Je pense que si demain, dans 20 ans, on a ancré à côté de liberté, égalité, fraternité, curiosité et créativité, on aura fait un grand pas et on sera effectivement en mesure d'innover encore et encore. Merci, Monsieur Ali. Alors moi, je vais rester peut-être un peu plus terre à terre. Je souhaite que la Réunion reste une économie verte.
Et c'est très simple et efficace. Merci, on va offrir un temps d'échange, si vous le voulez bien. Un temps d'échange avec vous, vous avez la parole. Donc si vous le souhaitez, un micro circule, vous pouvez témoigner ou questionner nos participants dans le respect des gestes barrières. Toujours, je vous demanderai de garder un masque et votre masque, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions ou des témoignages? Précisément, M. Pignolet, au fond, oui. Monsieur Pignolet. Avec votre masque, monsieur. Oui, voilà. Merci à tous et puis bravo. Donc juste un petit mot pour mon vieil ami Alain Séraphine, que je t'entends toutes les 3 minutes parler de international. C'est juste un petit conseil. Si tu pouvais oublier international, le sortir de ton vocabulaire, et chaque fois que tu dois utiliser, dire mondial à la fois, ce qui est très différent. D'accord. Merci, grand frère. Merci, on change international pour mondial. Je vois des mains qui se lèvent de l'autre côté. Merci, bonjour. Je voudrais rebondir sur la possibilité, donc je fais un peu, je parle comme ma paroisse, mais la possibilité d'allier donc la créativité au niveau de l'Îlois sur un marché émergent qui est le jeu vidéo et qui rejoint aujourd'hui une grande tendance qui est l'impact sociétal. Il y a des initiatives qui sont Play for the Planet et donc la création, voilà, c'est un secteur qui est très dynamique et qui développe la possibilité d'exporter un produit à l'international culturel. Donc je pense qu'il y a un enjeu là-dessus à prendre. Et par contre, voilà, je lance un petit appel au niveau de la Technopole d'intégrer ces notions de ces marchés qui sont aussi innovants, mais qui ont un grand besoin d'aller chercher l'international, donc dès le début, avec des budgets qui sont... voilà. Et donc d'élargir peut-être le spectre de l'innovation à un enjeu aujourd'hui qui est la culture. Merci beaucoup. Appel entendu. L'un de vous veut-il préciser ou ajouter quelque chose, à moins qu'on ait une autre question, un témoignage? Je ne vois pas de main se lever. Si, j'en vois une devant. Moi, j'ai une question pour M. Séraphine. Vous parliez tout à l'heure du pari fou que ça a été, et justement, je pense que effectivement, il y en a qui ont dû vous prendre pour un fou quand vous avez dit que la Réunion pouvait être au centre de la création mondiale. Qu'est-ce qui a fait que cette filière de la création numérique a pu prendre son envol mondialement? J'espère que je ne me suis pas trompé de mot, M. Pignolet. Comment vous avez créé aussi discrètement une filière mondiale aujourd'hui en à peine quelques années? Écoutez, on ne fait jamais les choses seul. Déjà, il a fallu que je me mette derrière des paravents et je disais tout à l'heure, 93, un forum, grâce à l'aide du fondateur de l'école des petits Mickey de la Chambre de commerce de Paris, Gobelin, Pierre Aymar, il m'a fait bénéficier de tout son réseau, et donc que ce soit Media Cartoon, l'AFDAS, etc., ils sont venus et on a pu faire un forum, et derrière, grâce au secrétaire général de préfecture de l'époque, et la volonté de la région et des collectivités locales, un comité de pilotage a pu être mis en place et permettre des décisions. Je me souviens encore de ce qu'a dit Adolphe Polra, secrétaire général de préfecture de l'époque, me disant « vous m'avez fait rêver », et qui a demandé au directeur de l'État de dire « on se revoit dans 15 jours, mais ne me dites pas ce que dit la loi, dites-moi comment on y arrive ». Et puis j'aimerais rendre un hommage à un autre visionnaire. Tout à l'heure j'ai parlé de Paul Vergès, mais j'aimerais rendre un hommage à Abdelali Goulamali. J'avais mon petit dossier, moi je suis un artiste, et donc j'avais fait un business plan qui ne ressemblait pas à ceux qu'il avait l'habitude de voir. Et on montait sur une passerelle d'avion, et
lui, il allait à l'avant, moi, j'allais à l'arrière, mais je lui dis, Monsieur Boulamali, est-ce que je peux vous donner un petit dossier? Et ça. Il est revenu, quoi, un quart d'heure ou une demi-heure après, il m'a dit, le million que vous demandez, je suis d'accord, mais c'est c'est sous-capitalisé. Vous parlez c'était en francs, 4 millions de francs, on ne va pas dans une entreprise de main-d'œuvre avec si peu, et il faudra passer à 12 millions de francs. Mais laissons comme ça, et tout est parti comme ça, c'était pour la naissance de Pipangay. Donc je pense qu'il faut une volonté politique, il faut une vision, il faut des hommes avec qui on peut partager, et je pense que c'est ce qui a fait que la greffe a pu prendre, et puis chacun a pris sa place. Moi, je suis resté qu'à une place d'un simple animateur, un passeur en quelque sorte. Je ne suis pas devenu un industriel, j'ai ma place toujours, on m'écoute, on m'entend dans Pipangay. Je n'ai été qu'un militant, que quelqu'un qui continue à porter avec passion. Voilà. Mais il faut de la passion, et il faut savoir le partager. Voilà. Merci. A-t-on encore une question? Oui. Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour votre intervention qui a été très intéressante. Je me permets de me faire un peu la porte-parole des jeunes dans l'innovation ici à La Réunion. Donc moi j'ai 30 ans, je viens donc de lancer mes entreprises, etc. Donc ça commence doucement. Et j'ai bien aimé votre vision dans les 20 ans qui arrivent concernant l'innovation à La Réunion. Maintenant je vois deux freins. Le premier, en termes de mondialisation ou internationalisation, la langue anglaise. Je trouve qu'à La Réunion, on n'est pas encore au point. Surtout qu'on est actuellement dans une zone de l'océan Indien qui est censée rayonner avec l'anglais que les Mauriciens ont réussi qui ont dans leur histoire aussi, hein, on va pas se mentir, à développer. Donc je pense qu'il y a ce premier frein-là. Et puis le deuxième, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus la Réunion rétrécit. Dans le sens où la Réunion rétrécit avec le temps. Je trouve qu'il y a moins de place, il y a moins d'infrastructures qui se développent pour faire de la place. Et pour rester green, entre guillemets, ou pour rester dans l'économie verte, comment devenir cet œil mondial ou international sans détruire plus ou moins le patrimoine naturel de l'île? C'est pour ça que j'ai proposé cette stratégie de dire, est-ce que La Réunion ne pourrait pas devenir un géoparc, et c'est-à-dire pouvoir apprendre depuis le jeune âge, et que ce soit, c'est-à-dire que c'est un projet qui doit être partagé par tous, et tous les 4 ans on va rechercher ce label, et donc ça c'est extrêmement important parce que ça met toute stratégie de développement dans un cadre où l'éducation est au cœur de la stratégie. On a bien compris pour l'enjeu de la feuille stratégique. Une question également très pratique, c'est l'anglais. Est-ce que clairement demain ça peut être une action concrète, en tout cas un axe à renforcer? Certainement. Moi je souffre lorsque on a les visioconférences, mais bon, moi je suis obligé de prendre une interprète ou un interprète, mais et faire confiance à l'évolution technologique. En même temps, je dis, c'est aussi là, par exemple, dans nos débats avec AS, Humanity Art Society, l'axe qui semble se profiler et qui devrait se faire sur 2 ans, c'est de dire qu'on va faire, bien sûr, dialoguer sciences et art, qu'on va s'attaquer au paysage humain et au paysage naturel, donc les questions de la Terre, de sa mémoire, et la mémoire des hommes, et comment les hommes agissent sur la mémoire de la Terre, mais c'est aussi comment la langue, le patrimoine linguistique
contribue à façonner un paysage. Et donc, on va en débattre, mais ça veut dire aussi que l'anglais, oui, mais il ne faudrait pas que l'anglais finisse par balayer tout un patrimoine culturel qui est porté par la langue. Et les langues régionales aussi. Vous êtes en fil, on va devoir être... Juste pour rebondir là-dessus, ça peut paraître surprenant pour quelqu'un qui représente la filière aéronautique, ne négligeons pas le marché de la francophonie. Parce qu'il y a des choses assez surprenantes. Aujourd'hui, l'École nationale de l'aviation civile française dispense ses formations de 3e cycle en anglais. Et ça commence sérieusement à agacer le monde francophone. Et il y a typiquement une niche qui est de pouvoir dispenser aussi ce type de formation en français. Ce marché n'est pas négligeable. Donc c'est aussi dans la démarche, commencer par ça, et puis ensuite se faire accompagner, se faire aider. Ne serait-ce pas, c'est pas très grave forcément d'avoir un traducteur avec soi. Ça n'empêche pas de faire des affaires. Mais on a une force de français aussi. On prend une toute dernière question, très rapidement s'il vous plaît monsieur. Oui, en fait, ça va plutôt être une réponse à une question que vous avez posée. En fait, vous avez demandé quels sont les outils qui peuvent permettre justement d'innover. Il y a 2 semaines de cela, vous n'en avez pas parlé, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, il y a eu les 24 heures d'innovation. Donc, où beaucoup de personnes ici présentes ont participé, qui ont mis en relation, je précise pour ceux qui ne seraient pas au courant, les jeunes, mais très jeunes, plus jeunes que vous, donc des lycéens, des collégiens, des lycéens et donc des étudiants qui ont planché sur les questions amenées par les entreprises. Et justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en innovation, il ne faut pas avoir peur. Et en fait, on se rend compte que justement, ces jeunes-là, eux, n'ont pas la peur que peuvent avoir des moins jeunes. Et donc, du coup, je pense qu'il est très important, en fait, que les entreprises, justement, se rapprochent de ces jeunes qui, eux, sont vraiment la force de demain quand on veut se projeter dans le futur. Eux ont vraiment la perspective, des visions. C'est eux qui vont nous amener à innover vraiment dans le futur. Et je pense que les outils qu'on recherche, 24 heures d'innovation est un outil. Et je pense qu'on peut partir sur ce principe-là et essayer de développer, justement, de mettre en relation vraiment les jeunes, les collégiens à partir du collège et les entreprises. Il y a une méconnaissance en fait du monde professionnel, des outils aussi, on parlait des Fab Labs ou autres, de la part de nos jeunes. Et je pense que vraiment faire intervenir les entreprises dans les écoles, de faire intervenir les écoles dans les entreprises, déjà peut être à l'initiative de beaucoup d'outils qui vont se développer derrière et qui vont être porteurs d'innovation. Merci pour votre témoignage. Cela rejoint l'idée en tout cas de dialogue. Peut-être répondre juste pour dire que les dispositifs existent déjà. Moi, le premier, j'ai fait des interventions dans les lycées et les collèges. Il y a des systèmes, il y a des organisations qui portent actuellement ce genre de dispositifs, comme Entreprendre pour apprendre. C'est une collaboration entre l'académie et le monde de l'entreprise. Donc tout ça existe déjà. Peut-être qu'il faut l'amplifier, mais ça existe. Merci Monsieur Annie. Je vais juste laisser la parole à Monsieur Lajoie. Je vois le temps filer. Je vous propose en tout cas de clore après l'intervention de Monsieur Lajoie et de poursuivre peut-être ce temps d'échange à l'extérieur pour quelques minutes. Monsieur Lajoie. Oui, merci. Alors Monsieur Annie a lu dans mes pensées. C'était justement pour dire que des outils existaient déjà sur cette question-là, mais cependant, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez parce que on voit tout de même depuis, on va dire, quelques années seulement, une espèce d'inversion s'opérer. C'est-à-dire que la culture de l'innovation, à partir des lois de 99, encore une fois, c'était plutôt quelque chose qui irriguait les territoires de façon top-down, avec un ensemble de dispositifs et des territoires qui répondaient plus ou moins vite. Ce qu'on voit à La Réunion depuis quelques années, je dirais que c'est plutôt bottom-up, c'est-à-dire qu'on porte cette culture de l'innovation dans la jeunesse, et puis on a... s'agissant de l'université, de son école d'ingénieurs à Zirois, mais au-delà de l'université, on voit fleurir des concours de l'innovation, des jeunes entrepreneurs. Notre pôle Pépite, que la ministre a visité avec de jeunes étudiants entrepreneurs, qui ont un statut d'étudiants entrepreneurs, lauréat d'un prix national l'année dernière. Alors, je pense au président du Cluster Green, une jeune réunionnaise,
loi nationale pour le retraitement des déchets du BTP à La Réunion. Et le DIRCAB adjoint de la ministre me disait, cette idée-là, il faut la mondialiser. Ça va faire plaisir à M. Pignolet. Il faut la mondialiser. Donc on voit effectivement cette jeunesse qui s'empare de ces outils. Alors c'est le concours d'innovation Éco-Trophélia à Les Irois, avec des idées absolument extraordinaires qui ont été relevées et labellisées nationalement. Samedi, je crois qu'il y aura effectivement un concours d'innovation à l'IAE. Autrement dit, tout ça doit faire système. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt Maya Césari parler de redynamiser le comité régional d'innovation. Et je pense, notamment avec notre Drari ici présent, que nous devons collectivement porter un grand projet, alors qui pourrait se structurer autour des appels à projets du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. On verra ça en 2022. Il s'agit effectivement de financer des pôles universitaires d'innovation pour augmenter et fluidifier les liens entre la recherche, les formations et le monde de l'entreprise. Et évidemment, la Technopole aura toute sa place dans ce projet-là. Il y a déjà 5 universités qui ont été labellisées nationalement en 2021 et le ministère prévoit d'en labelliser 3 par an pendant 5 ans. Si on n'est pas dans ces 15 prochaines universités labellisées, c'est qu'on n'est pas bon. On sera au rendez-vous et on sera au rendez-vous grâce à vous. N'oubliez pas le monde de la création. Merci. Ça va sans dire. Messieurs, merci messieurs. J'ai vu... Merci à tous. Alors j'ai vu d'autres mains se lever. Nous avons un programme ambitieux à l'échelle de cette matinée, de cette journée. Ce que je vous propose, c'est de marquer une courte pause et de pouvoir poser vos questions directement. En tout cas, on retiendra quelques mots forts, le dialogue, la nécessité d'un dialogue, d'une feuille stratégique, de se structurer en tout cas et de bien faire le lien avec cette jeunesse qui demain portera la réunion innovante.